Est-ce que tu savais que tu vivais une dépression? Beaucoup de gens voient le football comme... Bienvenue dans cette émission où on accueille de personnes assez inspirantes qui vont partager. Dans mes rêves, ça permettait que je puisse acheter une maison à ma mère. Tu es footballeur professionnel. J'ai mon grand frère qui me disait... Moi, je vais te dire une chose, frère. Je pense que tu le sais déjà. Ma réussite, ce n'est pas que mes enfants. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission où on accueille de personnes assez inspirantes qui vont partager non seulement leur parcours de vie, mais aussi nous partager des leçons très pertinentes par rapport à notre quotidien, aux choses que l'on vit tous les jours. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir mon frère, mon grand frère en tout cas, qui est coach, qui est conférencier, qui est ancien footballeur, qui est quelqu'un de très inspirant, suivi aujourd'hui par des milliers de personnes sur des réseaux sociaux, Mams Deka, Mamadou Diakité, si je peux dire. Comment tu vas? Ça va super, Ether. Ça va très bien. Je suis très content de t'accueillir ici. C'est pas tout le monde qui vient ici, tu connais. Donc, c'est un honneur pour moi de t'accueillir et je pense aussi pour la communauté de t'avoir parmi nous ici. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de toi un petit peu. J'aimerais qu'on parle de ton parcours qui est quand même très inspirant. De ce monsieur qui est passé de footballeur professionnel, entre guillemets, à aujourd'hui qui remplit des salles 5 ans successivement à Paris en tant que conférencier sur le développement personnel. J'aimerais qu'on parle de quelques conseils, entre guillemets, qu'on pourra donner à travers des sujets qu'on va aborder, qu'on parle de tout et de rien. Super. Est-ce que tu te sens à l'aise? Je me sens très à l'aise. Merci pour l'accueil. C'est un honneur. Ça fait des années qu'on se connaît. Cette vidéo-là, on a pris le temps pour s'organiser et la faire. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est comme une évidence que je me retrouve face à toi et que nous allons proposer de la valeur et des choses qui pourront servir à des milliers de personnes, je l'espère. Il y a un décisionnaire, comme il le dit très souvent. En tout cas, moi, je suis très, très ravi. Et c'est un honneur pour moi quand même parce que je me rappelle il y a encore quelques années, je te suivais, je voyais le grand frère. Waouh! C'est impressionnant ce qu'il fait. Et du coup, les gens ils disaient, ah toi tu fais comme Mams Deka. Je dis oui, je fais à peu près comme lui. On essaye d'arriver derrière. Donc franchement, ça fait plaisir. Alors toi, tu as fait du foot avant. Tu étais footballeur professionnel. C'est quoi un peu le parcours de footballeur que tu as eu entre guillemets? Le parcours, c'est celui d'un jeune homme qui a toujours voulu faire du football son métier. Donc c'était vraiment un rêve de gamin. Je me suis inscrit au foot à l'âge de 6 ans. 6 ans. Voilà, à l'âge de 6 ans. Bon, il faut savoir que en face de chez moi, j'avais un stade de foot. Donc je pense que ça m'a aussi poussé à faire du football. Peut-être que si j'avais eu un stade de rugby, j'aurais été rugbyman. Mais voilà, en tout cas, ça a été le foot. Ça a été impulsé par mes deux grands frères qui eux-mêmes aimaient le football. Donc le football s'est imposé dans ma vie comme une évidence. En Ile-de-France ici? En Ile-de-France, en région parisienne et plus précisément dans la région du 93, dans le département. Ok, je vais me permettre de me plonger un petit peu là-dedans. Est-ce que ça a été facile d'être pro ou pas, pour toi? Parce que je sais que pour certains, ils vont connaître X, Y personnes, ça va ouvrir X, Y porte. Ou pour certains, c'est une évidence. Ou pour certains, ils essayent simplement, ne savent pas vraiment si ça va donner et puis boum, ça donne. Est-ce que ça a été facile pour toi d'arriver à ce stade-là? Non, devenir footballeur professionnel, comme on le sait, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus. Surtout au cœur de nos quartiers populaires, la plupart des jeunes veulent devenir soit le nouveau Mbappé, soit le nouveau Nino. C'est vrai. Donc il y a énormément d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Tout le monde ne réussit pas à faire de football son métier. Tout le monde ne parvient même pas à y vivre. Donc ça a été un chemin et un parcours qui a été semé d'embûches, qui a été jonché par des épreuves multiples entre les blessures et les différentes choses que j'ai pu vivre. Donc c'est un parcours du combattant. Rien n'a été facile. Depuis le début, je me suis battu pour pouvoir faire du football mon métier. Ok. Tu as joué du coup pour l'équipe du Mali à l'époque? J'ai joué pour l'équipe nationale du Mali. J'ai très peu de sélections avec l'équipe nationale A, mais j'ai d'innombrables sélections, surtout avec les jeunes. D'accord. Ok. Et tu as aussi fait quelques clubs en France. Après, je pense que tu es parti au Qatar à un certain moment. Exactement. J'ai été formé à Caen, ensuite j'ai été à Metz. Et j'ai un parcours assez atypique parce que la plupart des clubs que j'ai fait, c'était à l'étranger. Donc je suis passé par la Hongrie, le Portugal, le Qatar, la Grèce et l'Italie. Avant même de rentrer dans quelques questions assez pertinentes selon moi, c'est quoi la vie d'un footballeur qui passe en fait son temps à voyager de ville en ville ou de pays en pays? Comment tu décris cela? Quel est aujourd'hui le résumé que tu peux avoir par rapport à cela quand tu prends du recul?
Pour moi, je me suis vu comme un nomade, comme un fugitif, mais comme quelqu'un qui poursuivait ses rêves. Donc, c'est ce qui m'a fait voyager autant. J'ai toujours su et j'ai toujours voulu vivre du football, qui était une véritable passion pour moi. À la base, c'est pas Ok. l'argent, je tiens à le préciser. L'argent, il vient après. Ok. À la base, je suis passionné de football et j'ai toujours fait en sorte de vivre de ce métier. Et peu importe où est-ce que ça m'emmenait, pour moi, le plus important, c'était toujours de vivre de ce métier qui faisait énormément de sens pour moi. D'accord. Du coup, en gros, tu étais programmé mentalement à faire que du foot. Tu vivais que pour ça, entre guillemets. Exactement. Ok. Mais quand même, à te voir aujourd'hui dans cette transition, à quel moment tu as dû mettre fin à ta carrière? J'ai mis fin à ma carrière lorsque j'étais en Italie. Tu avais quel âge à peu près? J'avais un peu moins de 30 ans. Moins de 30 ans. J'avais un peu moins de 30 ans, mais j'avais encore quelques années devant moi. Yeah, normalement. Voilà. Et j'ai mis fin à ma carrière, ou plutôt le football a mis fin à ma carrière par une blessure. Par une blessure, mais je dois m'avouer aujourd'hui, et depuis quelques années je me l'avoue, que cette blessure elle a été plus mentale finalement que physique. D'accord. Mental, c'est-à-dire? C'est-à-dire mentale dans la mesure où cette blessure m'a fait mal physiquement, mais surtout elle m'a blessé psychologiquement dans la mesure où je n'avais plus le mental du guerrier. C'était la blessure de trop. Pour moi, c'était un trop plein d'émotions dans ma tête, trop de choses qui se sont accumulées. Et en vrai de vrai, aujourd'hui, je me le dis, et déjà depuis quelques années, je n'ai pas eu le mental du guerrier pour me relever De après cette de blessure-là. cette blessure-là. Ok. Donc c'était une blessure grave ou c'était une de plus? Ouais, c'était surtout une de plus. Elle était assez grave parce que bon, c'était le cinquième métatarse, Ok. donc j'avais du mal à m'en remettre, mais c'était surtout l'une De plus. de Parce que plus. c'est arrivé souvent, du coup, les blessures. Exactement. Ouais. Ok, ok. Et du coup, ça t'arrive et tu dis que physiquement, déjà, c'est dur, mais psychologiquement, c'est dur. C'est dur pourquoi, selon toi, psychologiquement? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est dur parce que beaucoup de gens voient le football comme le métier Eldorado qui va te faire gagner énormément D'argent. d'argent, qui va te faire rouler en belle voiture, qui va te permettre de pouvoir envoyer des messages sur Insta à toutes les femmes et avec lesquelles elles répondront très rapidement Yeah. et de mener une vie décente. Seulement, on n'a pas tous la vie de ces footeux-là. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une carrière qui est honorable, mais je suis passé par des clubs dans lesquels ce n'était pas forcément facile d'aller y vivre. Quand on parle de la Hongrie, à 20 ans, quand je suis né au Portugal, c'est très compliqué, quelque part. Parce qu'il y a parfois des retards de paiement, parce que tu es tout seul à l'étranger, tu ne parles pas la langue, tu n'as que 20 ans. Donc toutes ces complexités font que mentalement, il faut être solide. Ok. Et en fait, cette dernière blessure, pour revenir dessus, ça a été l'une de trop, dans la mesure où voilà, je pars de chez moi à l'âge de 15 ans, je connais le championnat portugais, mon premier championnat étranger à l'âge de 20 ans, et ensuite c'est que du combat. Ok, quotidiennement, à chaque fois, encore Exactement. et encore. Mais si aujourd'hui tu résumes, avant même que je ne parle de cette transition, si tu résumes aujourd'hui, qu'est-ce que le foot t'a apporté? Ou c'est quoi ta plus grande fierté en tant que footballeur professionnel? Le football m'a apporté une discipline, déjà, dans le travail, une rigueur. Ok. Le football a été clairement une deuxième éducation pour moi. Parce que quand tu pars de chez toi à l'âge de 15 ans, voilà, pour moi, à 15 ans, ton éducation n'est pas totalement faite. Tes parents t'inculquent des choses, mais le fait de rejoindre tout de suite un centre de formation à l'âge de 15 ans, être vivre en communauté quelque part, parce que tu n'es pas le seul, bah, quelque part, le football t'éduque. Le football, quelque part, t'impose certaines règles, une certaine discipline, si tu espères faire du football au haut niveau. Donc ça a été ça et tout aussi ses valeurs. Parce qu'à travers le football, à travers le sport en règle générale, il y a des valeurs d'empathie, quelque part, tu vois. Il y a ces valeurs aussi de pouvoir être solidaire envers ses coéquipiers, donc se serrer les coudes. Il y a aussi ces valeurs de respect. Donc toutes ces choses-là ont été pour moi une seconde éducation. Ok. Et ça m'a permis aussi de vivre notre vie que j'aurais vécue si j'étais resté dans le quartier populaire en Seine-Saint-Denis. Ok, ok, très bien mon frère. Ça me touche beaucoup de rentrer un petit peu en profondeur de ça. Et ma petite curiosité, j'en ai plein des petites curiosités comme ça, c'est de savoir, entre guillemets,
parce qu'on parle souvent de développement personnel, on parle de réussite, parce que je t'ai même pas encore fait porter cette casquette que tu as de tous les jours aujourd'hui. Mais quand tu regardes ton parcours jusqu'à ce que tu deviennes professionnel et que tu vives la vie que tu as vécue dans le monde du foot, selon toi, ça a été quoi le secret de ta réussite dans ce sens-là? Dans le sens où, tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes se lancent dans le foot ou dans la musique, mais c'est pas tout le monde qui réussit là-dedans. Toi, tu n'as pas forcément joué dans des clubs extraordinaires, mais tu as quand même une réussite que beaucoup de jeunes aujourd'hui rêveraient d'avoir. Qu'est-ce qui a été déclencheur ou ça a été quoi la clé pour atteindre ce stade-là selon toi? Il y a deux points qui me semblent hyper essentiels qu'aujourd'hui bon nombre de jeunes n'ont pas et qui devraient avoir pour moi pour faire une carrière de footballeur professionnel. La première chose, c'est l'acharnement, le Ok. travail. Ouais. L'acharnement, le travail. Parce que tout passe par là. Et que ce soit au niveau du football ou dans un autre corps de métier. Si tu ne travailles pas assez, tu ne réussis pas. En tout cas, tu ne feras pas Ok. une longue carrière. La deuxième chose, c'est l'humilité. Et pourquoi je te dis l'humilité? Parce que j'ai grandi avec certains mantras qui m'ont permis de toujours me remettre en question. Ok. J'ai mon grand frère qui me disait travaille toujours plus que les autres. Travaille toujours plus que les autres. Et pas parce que tu es un noir ou pas parce que tu proviens des quartiers populaires. Quoi qu'il advienne, travaille toujours plus que les autres. Viens, sois à l'heure à l'entraînement avant les autres et repars après les autres. Alors je sais que vu comme ça, on pourrait penser que c'est limite militaire, mais ça m'a énormément servi dans ma remise en question pour me dire que rien n'est acquis et que si tu veux faire carrière et que si tu veux prospérer dans le milieu professionnel, il va falloir que tu te mettes minable. Et moi, je rebondis là-dessus dans le sens où ce que tu dis, c'est tellement pertinent, mais je vais même au-delà en rajoutant un petit point là-dessus. Quand on te dit de travailler plus que les autres, ça ne fait sens pour toi que quand on te rajoute un petit pourquoi. C'était quoi ton pourquoi? Bonne question. Très, très, Yeah. très, très, très bonne question. J'en avais plusieurs pour le coup. Le pourquoi, bon, avant tout, c'était un rêve. C'était un rêve. Ça a toujours été le football, on en a parlé. Mais le pourquoi était de rendre ma mère heureuse également. J'attendais ce point-là. Ouais. Ça peut se lier à rendre ta mère heureuse, c'est-à-dire, c'est quoi le pourquoi du comment dans tout ça? Rendre ma mère heureuse parce que bon moi j'ai pas eu la chance de vivre avec un papa qui était présent et j'ai toujours tout fait pour que ma mère soit heureuse et faire du foot était un rêve, était un métier que je voulais absolument faire, mais je dois aussi avouer que bah, dans mes rêves, ça permettait que je puisse acheter une maison à ma mère, Yeah. que je puisse améliorer son quotidien. Tu vois, moi j'ai grandi avec les restaurants du cœur, avec toutes ces aides. Et je ne vais pas faire l'enfant victime, on ne mangeait pas, etc. Ma mère, elle a fait ce qu'elle devait faire. Mais ça a été très difficile. Et le sport, le foot, qui pour moi faisait du sens, qui pour moi était un rêve, bah, si je réussissais, me permettait de mettre ma mère bien, d'avoir une vie beaucoup plus décente que la vie qu'on menait dans nos quartiers populaires. Incroyable, incroyable. Moi, je vais te dire une chose, frère. Je pense que tu le sais déjà, mais ta mère, elle est très, très fière de toi, de là où elle est. Yeah. Mes condoléances, je sais que tu l'as perdue récemment. Je vois tes larmes qui coulent, ça me touche, ça me déchire le cœur. Mais je sais que c'est des larmes de fierté, entre guillemets. Donc ta mère, elle est fière de toi. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour ces millions de personnes à travers tes conférences, à travers tes lives que tu fais durant ces 5 années. Tu enchaînes, tu enchaînes. Tu as sauvé des gens. Récemment, on t'a invité à la télé pour te témoigner la gratitude envers tout ce que tu fais. Je pense qu'une mère, elle ne peut pas être plus fière que ça. Donc franchement, avant même de continuer, merci d'être qui tu es. Je sais que ce n'est pas un sujet simple. Pour moi aujourd'hui, pour tous les jeunes qui nous regardent, à mon avis, on va beau enseigner le comment, on va beau donner des conseils, mais tant qu'il n'y a pas cette raison-là derrière, en fait, ce pourquoi-là, cette raison de se battre, il n'y a absolument, il n'y a pas de clé en fait pour moi. Il n'y a pas de clé sans ce pourquoi-là. Donc c'est pourquoi je voulais revenir sur cette raison, parce que je sais que la concurrence, elle est rude, elle est féroce dans tous les domaines aujourd'hui. Pour se démarquer,
le savoir seul ne suffit pas, le talent seul ne suffit pas. Il faut cette rage, ce quelque chose qui est en toi, qui te permet de te réveiller chaque matin et de te dire, ok, c'est dur, mais j'y vais quand même. Donc franchement, bravo pour ce que tu fais. Le pourquoi est essentiel et foncièrement, je pense qu'il est aussi nécessaire de parler du fameux pour qui, tu vois. Yeah, Donc il y a le yeah. pourquoi, mais il y a aussi le pour qui. Très Et beau ça. moi, j'invite également bon nombre de personnes que j'accompagne, quand ils ne trouvent pas leur pourquoi, peut-être qu'il faut se diriger vers le pour qui. Le pourquoi peut venir progressivement. La vie est une question d'accueil, la vie est une question de cheminement. Donc il y a des réponses dans la vie que nous n'avons pas systématiquement à un point nommé. Il faut être patient à trouver son pourquoi. Et tant bien même on ne trouve pas son pourquoi, tu peux avoir ton pour qui, très rapidement. Il suffit juste de regarder autour de toi des personnes qui t'ont toujours aimé, des personnes qui ont toujours été là, des personnes qui t'ont toujours soutenu, des personnes qui ont toujours été présentes pour toi à tous les moments. Et ces personnes représentent ton pour qui. Yeah. Donc il n'y a aucun problème à ne pas avoir son pourquoi. Ok, c'est très beau ça. J'avais pas cette approche-là, mais elle est magnifique. Dire que si tu n'as pas ton pourquoi, alors tu peux aller sur ton pour qui. C'est magnifique parce que souvent j'ai un concept, ça c'est par rapport à l'argent. C'est quand les gens disent l'argent ne fait pas le bonheur, ainsi de suite. Quand je vois quelqu'un qui n'a pas sa famille forcément à l'abri, mais qui me répète cette phrase, je lui dis ok, alors sois pas égoïste. Peut-être que toi, c'est pas important pour toi, mais peut-être pense à ceux qui sont derrière. C'est peut-être important pour eux, pour ta mère, pour tes sœurs, pour la famille manche longue, un truc comme ça. Donc, je dis souvent, je préfère devenir riche et aider les pauvres plutôt que de rester pauvre et critiquer les riches. Si moi, j'en ai pas besoin, eh ben, je le distribue. Je le donnerai à mes frères, à mes sœurs, à d'autres gens, à des mendiants dans la rue, plutôt que de rester là à absolument rien faire et à me dire, ouais, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, je ne le veux pas, mais il y a d'autres qui en ont besoin, toi. Donc, si le pourquoi ne marche pas, il faut se tourner vers le pour qui. Magnifique. Exactement. Magnifique. Je rebondis sur ton parcours. Donc, c'était en 2000 combien où tu arrêtes carrément En 2014. 2014. À peu près. 2014, tu mets fin à ta carrière de footballeur. Je sais qu'après ça, tu as traversé une période assez sombre, assez difficile. C'était quoi la raison de cette, on va dire, période un peu difficile pour toi? La raison, c'est que justement, je n'avais plus de pourquoi. J'étais allé au bout, selon moi. Enfin, je dis au bout parce que le football m'a arrêté suite à cette blessure et je ne trouvais plus de sens à ma vie. J'étais à cette époque-là avec des artistes. Je le répète assez souvent, mais j'étais en showcase très souvent avec eux. J'allais au studio avec eux. J'étais parfois avec certains artistes. J'étais dans la direction artistique. Ok. Mais en soi, je faisais ça, mais ça faisait pas foncièrement du sens pour Ok. moi. Ok. C'était un plaisir. Mais le plaisir doit être accompagné de sens. C'était pas ma vie à moi. Yeah. Et à un moment donné, bah, je me retrouve avec ces personnes-là dans des concerts, dans des showcases. Eux, ils prennent ce qu'ils doivent prendre en termes de cachet. Sauf que moi, je suis juste un pote, Ok. je suis un accompagnant. Et là, je me rends compte que ça risque d'être compliqué parce qu'il faut bien que je continue ma vie. Et j'avais été habitué à avoir des gros salaires grâce à ma carrière. Sauf que là, je regarde mon compte en banque et je me rends compte que Ça n'augmente pas, ça fait que diminuer. ça fait que diminuer exactement. Et là, je rentre progressivement dans une dépression. Dans une dépression parce que je m'enferme, parce que je n'ai plus trop de rapport avec le monde extérieur, parce que je réponds très peu au téléphone. Et je commence à véritablement avoir des pensées néfastes, très toxiques pour moi-même. Ok, ok. Parce que la transition de je suis le footballeur professionnel, je gagne des gros montants, j'ai cette facilité et l'accès à beaucoup de choses que je veux. Et là, d'un coup, il y a cette carrière qui prend fin et je commence à ne plus trouver du tout de sens à mon existence. Et surtout, on vit aussi une sorte de peur quand on est dans une situation comme ça. Est-ce que je suis en train de rater ma vie? Un truc du Exactement. genre comme ça qui te vient. Et tu parles souvent de sens. J'aime bien rebondir sur ça parce que c'est tellement pertinent quand tu parles de sens. Parce que souvent, c'est quelque chose qui peut... Il y a beaucoup de gens qui vivent parmi nous, ils sont morts, mais ils vivent quand même, ils continuent de vivre. Donc c'est des morts vivants. C'est pourquoi on dit on ne meurt pas quand on arrête de vivre. On meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence. Du coup, quand ce que tu es en train de me dire, ça fait sens parce que le jour où on arrête vraiment de se trouver du sens à notre existence ici-bas sur Terre,
En fait, on vit le jour au jour, on se laisse emporter par n'importe quel vent, parce qu'on ne voit plus de raison de se battre, de se réveiller le matin, ainsi de suite. Et arriver à ce stade-là, je trouve que c'est très, très dangereux. Mais est-ce que toi, je sais qu'on est noir, donc dans la communauté, tu étais forcément entouré de gens de la même couleur, ainsi de suite. Est-ce que tu te rendais compte du moment où tu étais en dépression? Est-ce que tu savais que tu vivais une dépression? Parce que Non. je sais que dans la communauté, on ne met pas le point là-dessus. On peut vivre une dépression, mais tu n'oses même pas en parler aux gens parce que quand tu en parles, on dit « Ah, mais toi, t'es un faible. J'ai connu une rupture amoureuse. J'ai dû me tourner que vers toi. Parce que quand tu te tournes vers la communauté, ils vont dire « Quoi ?» J'ai dit à une cousine, je dis « Ah, je traverse une période un peu difficile, j'ai rompu, c'était quelque chose comme ça. » Elle me disait « Ouais, mais toi, là, dis-là, toi, un beau homme comme ça, comment une femme peut te faire gourmand ?» Elle me répétait ça. Du coup, pourtant, je traversais une période très difficile. Mais chez nous, dans notre communauté, c'est pas possible d'être en dépression. Et surtout pas face à un truc du genre, soit une rupture, soit un échec dans un projet, quelque chose comme ça. Comment tu as vécu ça? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que la dépression, c'est quelque chose que qui se manifeste, on va dire, progressivement. Et chez nous, dans notre communauté, c'est vrai que parler de dépression, en fait, c'est quelque chose qui ne fait pas résonance pour beaucoup. Parce qu'on est noir, parce que on est africain, et selon nous, on ne peut pas avoir ces difficultés-là, et on peut pas rencontrer d'épreuves. Et je suis en phase avec toi, parce que effectivement, tu cites Albert Einstein qui dit la pire des choses n'est pas la mort, mais c'est ce qui meurt en nous lorsque nous sommes vivants. Wow, c'est magnifique. Voilà. Et c'est vrai, parce que j'étais vivant, mais comme tu l'as si bien dit, moi j'étais mort. J'étais mort parce qu'il n'y avait plus rien qui faisait du sens. Parce que je pensais que la seule chose qui faisait du sens pour moi, c'était le football. Ma vie a été régie par le football. Ma vie a été fondée par le football. Je n'avais rien à part le football. Il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas de plan C. C'était toi, tu es programmé pour devenir footballeur professionnel. Donc tu feras carrière et après on réfléchira après ta carrière. Sauf que moi, je ne m'attendais pas à ce que ma carrière puisse s'arrêter à l'âge de 29 ans, 30 ans. Ok. Je ne m'attendais pas à ça. Et tout au long de ma carrière, jamais j'étais focus sur autre chose que le football. Donc lorsque je me rends compte progressivement que le football, ça risque d'être compliqué pour continuer, bah, finalement, je me retrouve face à un mur. Et je me dis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et c'est à ce moment bien précis que là, je commence à me poser d'innombrables questions. Et je me pose tellement de questions que ça me rend malade. Donc forcément, encore une fois, des pensées noires, des pensées néfastes, une toxicité que je m'impose à moi-même. Et je m'en souviens, j'ai pas grand monde, voire personne à qui j'en parle à ce moment bien précis. Je passe mon temps à la maison, je deviens un peu aigri. Alors, je ne deviens pas aigri envers les footballeurs, je tiens à le préciser. Ok. Je deviens aigri envers le football, en fait. Je n'arrive plus à regarder un match de football à la télé. Je n'arrive plus à me rendre dans des stades, même des stades amateurs, je n'arrive plus. En fait, je coupe les ponts, le lien avec le monde du football. Ok. Et pire encore, c'est limite le monde du sport. Parce que pour moi, j'ai toujours fait du football avec un but. C'est-à-dire que celui de vivre du football. J'ai Yeah. toujours fait du sport avec le but que ça allait m'apporter le fait de pouvoir vivre ma carrière de footballeur. Mais quand ça s'est terminé, tu te dis, mais à quoi bon? À quoi bon de continuer à faire du sport? Donc dans cette dépression, je prends 30 kilos, donc Wow. je suis à 110 kilos. Et surtout, je souffre, j'ai mal. De l'intérieur. J'ai mal de l'intérieur, je ne trouve pas de personnes autour de moi à qui je peux en parler. Et si toutefois, je pouvais en parler à certaines personnes, j'avais trop de pudeur pour en parler. Ok. Parce que je ne veux pas manquer de respect à des personnes qui étaient autour de moi et qui m'auraient écouté avec grand plaisir. Mais j'avais trop de pudeur. Ces personnes m'avaient vu au haut niveau. Au top Au du top. Tu comprends? Ok. Donc leur dire, écoute, ça va mal. Pour moi, alors c'est peut-être l'ego, hein, Yeah, bien sûr. mais j'avais cette pudeur-là de montrer mes cicatrices, de leur dire, les gars, je souffre terriblement. Donc c'est à ce moment-là où voilà, je vis vraiment une période très compliquée et surtout,
il n'y avait pas encore toutes ces références que les jeunes ont aujourd'hui dans la psychologie, le développement personnel. Voilà, c'était pas autant. Ça veut dire il y avait pas autant de monde. Je pouvais pas aller sur TikTok ou sur YouTube regarder une vidéo de Karamo. Il y avait pas autant de références. Il y en avait, hein, mais il y avait pas autant de références. Et ces références qu'il y avait, bah, ils me parlaient, mais pas dans. Ça ne parlait pas trop parce qu'on s'y reconnaît pas. Voilà, aussi, tu comprends. Bien sûr. Donc là, c'est un peu la descente aux enfers après ma carrière, quoi. Ok. Aujourd'hui, avec du recul, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est dans une situation pareille? Que ce soit dans le domaine du foot ou même dans peu importe quel domaine. On a connu des gens qui ont été là, que ce soit physiquement ou financièrement ou dans n'importe quel domaine, qui vont se retrouver un petit peu là, mais ils peuvent demander de l'aide, mais ne demandent pas. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? En parler, Ok. communiquer. Il m'a fallu moi-même des années pour comprendre que la communication était curatif. C'est prouvé par des études. Ok. Lorsque tu parles, tu te libères quelque part d'un certain poids. Donc en parler, et si on part un peu sur quelque chose de très thérapeutique, bah, d'accueillir en fait. Cette dépression, c'est sûrement la plus belle chose que tu peux vivre. Comment? Donc comment? En l'accueillant. Ok. En l'accueillant. C'est-à-dire en n'y mettant pas de résistance. Je te Ok. parle de dépression comme je te parle d'émotion, comme je te parle d'une chose qui peut t'arriver, une épreuve, une tribulation. La première chose, c'est absolument pas d'y mettre une résistance. Ok. C'est là, c'est là. Donc, plus tu vas l'accueillir, plus ça sera plus facile pour toi de l'accepter. Et ça, c'est quelque chose que très souvent, je reviens là-dessus. Parce qu'on est dans un monde qui aujourd'hui prône l'acceptation à tout. Et non, en fait. On D'accord. n'accepte pas tout de suite. Il y a un temps avant d'accepter. Tu as également perdu un être cher. On ne doit pas t'imposer de te dire carrément, il faut que tu acceptes tout de suite. Ouais, que c'est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc parlons d'accueil, parlons d'accueil. Ok, il y a quelque chose qui vient, bah, j'accueille. Et quand je parle d'accueil, j'accueille ma tristesse profonde. J'accueille mon désarroi. J'accueille ma désillusion. J'accueille toutes ces choses qui me connectent à ma nature la plus profonde. Donc d'abord, on est dans l'accueil. Et lorsqu'on a profondément été dans l'accueil, le processus est l'acceptation. Donc la dépression, ça a été la même chose. Une fois que je n'ai plus mis de résistance à cette dépression, une fois que je me suis rendu compte qu'il fallait l'accueillir, parce que j'avais également des traumas, des blessures émotionnelles, tu vois. Donc en vérité, la dépression a été aussi suite à toutes ces blessures et ces traumas émotionnels de l'enfance que je n'avais pas soignés. Et en fait, ça a été comme quelque chose qui m'est venu en pleine tête et qu'il fallait absolument y faire face. Ok. Accueillir et ensuite aller sur le processus de l'acceptation. Ne pas forcément essayer d'accepter directement sans accueillir la chose. Ne pas aussi y mettre une résistance. C'est comme nager à contre-courant. Ou, ouais, c'est ça, C'est contre-courant. exactement ça. Parfois, il faut juste se laisser emporter par le courant et ça nous mènera vers la destination qu'il faut et ensuite on pourra mieux se relever et dire bon, je vais regarder, je vais partir dans quel sens. Magnifique en tout cas ce que tu nous partages, vraiment magnifique. Je te remercie déjà, ça m'a même allé très loin de tout ce partage pertinent. Je pense que les gens ils vont adorer ce podcast parce qu'ils vont, pour ceux qui vivent cette expérience-là, chacun pourra trouver un peu sa part de dose, sa dose là-dedans et pouvoir se soigner, comme j'aime bien le dire, les mots par les mots. C'est un peu ça. Alors, toi, durant ce processus de dépression que tu traverses vers les 2014-2015, qu'est-ce que tu mets en place, entre guillemets, pour t'en sortir et à quel moment tu as cette transition d'aller vers le développement personnel? Parce qu'il y a quand même un poids, genre un écart énorme. Récemment, je parlais avec une amie et elle me disait que elle me faisait des compliments par rapport à mon livre. Elle disait franchement, je suis très fier de toi par rapport à ton livre parce que j'ai vu ton livre dans les mains de quelqu'un qui n'avait jamais lu un livre de sa vie. C'était un footballeur professionnel. Il m'a dit qu'il a fini ton livre, pardon. Et donc lui, c'est quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre et il a quand même fini ton livre à toi. Donc franchement, bravo pour ce que tu fais. Et je dis ça dans le sens où beaucoup de footballeurs ne s'ouvrent pas forcément à cet écosystème-là parce qu'ils sont renfermés dans leur monde. Moi, je suis footballeur, moi, j'ai la facilité, moi, j'ai l'argent, moi, j'ai les belles voitures, j'ai les femmes. Donc, à quel moment tu fais cette transition pour avoir cette humilité de te dire, je vais vers le développement personnel jusqu'à arriver aujourd'hui à remplir des salles dans Paris, quoi. Mais le développement personnel n'est pas tout de suite la direction que je prends. Ok. Je m'en souviens, lorsque je cherchais ma voie après cette dépression,
tout le monde me parlait du fait qu'il fallait que je retrouve un emploi. Parce que, quelque part, les finances n'étaient plus les mêmes qu'à l'époque où j'étais au Qatar. Donc, fondamentalement, le train de vie change. Et tout le monde me disait qu'il fallait que je trouve un emploi. Mes proches, parce qu'ils s'inquiétaient pour moi, forcément. Et au départ, j'étais dans leur démarche du fait qu'il fallait absolument que je me trouve un emploi. Jusqu'à ce que j'ai un peu cet examen de conscience qui me dit, mais trouver un emploi, oui, il faut que je fasse de l'argent. Et là, il y a d'innombrables métiers qui peuvent s'offrir à nous, tu vois. Mais je me dis, plutôt qu'aller chercher un emploi dont je ne sais pas lequel choisir, il faut que je fasse quelque chose qui fait du sens pour moi. Donc on n'est plus dans qu'est-ce que tu vas faire comme métier, on est dans qu'est-ce qu'il fait du sens pour toi, véritablement. Et là, ça me dirige pas vers un emploi, ça me dirige vers cette association qui s'appelle Give a Dream, que je crée en 2015. C'est là que tu crées l'association. C'est là que je crée l'association. Et en vérité, cette association, elle est hyper importante pour moi parce que c'est sur ça que repose tout ce que je fais aujourd'hui dans la psychologie. Je crée d'abord mon association, Give a Dream, qui me conduit vers l'humanitaire et qui me conduit vers des actions sociales, à savoir distribuer des repas pour les sans-abri, être là pour les migrants, etc. Construire des puits en Afrique. Construire des puits en Afrique, etc. Donc en fait, c'est en me dirigeant vers l'humanitaire que je me découvre des choses en moi à transmettre à autrui. Il faut savoir que le bonheur passe obligatoirement par quelque chose que l'on transmet, que l'on partage. Tu vois. Donc à partir de là, en créant cette association Give a Dream en 2015, c'est à partir de là que je commence à m'intéresser au développement personnel. Mais je ne m'intéresse pas au développement personnel avec le but d'un jour de remplir des salles de conférence ou d'être coach. J'avais des blessures émotionnelles assez importantes. Donc quand moi je me dirige vers ces professionnels de la santé, c'est parce que je me dis qu'il y a quelque chose, il y a des conflits intérieurs en moi que j'ai besoin d'être accompagné. Donc c'est avant tout ça. Je ne me dirige pas en me disant absolument il faut que tu deviennes coach. À cette époque-là, je ne savais même pas que ça existait. Donc d'abord je me guéris, d'abord je me soigne, je commence à lire des bouquins et c'est par la suite que je me dirige moi en tant que coach. Ok, mais comment s'est passée cette transition? À quel moment tu t'es dit, parce que c'est quand même audacieux de se dire, bon, j'ai lu des livres, je vais devenir coach. À quel moment, toi, tu as eu cette transition? Forcément, il s'est passé quelque chose, quelqu'un t'a fait des révélations, t'a dit, hey, en fait, tu es bon dans ce truc. Comment ça s'est passé? Exactement, c'est une très bonne question. En fait, moi, je faisais des lives. J'ai toujours été un homme de live. Ça, c'est les anciens sur Facebook. Je faisais des lives sur Facebook. Et c'est vrai que j'avais toujours des retours. Oh, merci pour ton live. Mais moi, je ne savais pas, je le précise encore, je ne savais pas même que ce métier de coach existait. Sincèrement, je ne le savais pas. Moi, je faisais des lives. Pour moi, c'était pour donner de la force et partager un peu mon expérience parce que je sortais de cette dépression et que j'avais trouvé plus de sens dans ma vie. Donc, je ne savais pas que ce métier de coach existait. Et c'est par la suite, je m'en souviens, je fais un live et je leur dis, bon, préparez-vous, je prépare une conférence, donc préparez-vous. Mais moi, je disais ça, je ne le pensais pas comme ça. Préparez-vous, je prépare une conférence, là, on était en 2018. Donc préparez-vous. Sauf que je reçois au moins 30 messages par la suite. Voilà. Moi, c'est quand ta conférence, je veux venir. Ouais, je vais venir. Mais moi, je pensais que ces personnes-là voulaient me chambrer, voulaient me dire, ah, un peu, on va le booster, histoire d'eux. Mais à chacun de mes lives, j'ai toujours des gens derrière qui me disaient, alors, c'est quand ta conférence, c'est quand? Sauf qu'à un moment donné, il fallait passer à l'action. C'est magnifique. C'est magnifique dans le sens où, moi, je retourne ça vraiment sur le plan en disant que on a notre plan, mais le plan de Dieu est toujours meilleur. Et c'est comme si, quand Dieu il a prévu quelque chose, ça va se passer de façon tellement subtile, mais ça va quand même finir par se passer. Parce qu'à la base, tu ne voulais même pas devenir directement coach, mais Dieu, il a décidé de faire un petit tic, toi d'abord dans ta tête, pour que tu annonces ça, ça même le penser. Et ensuite, les gens aussi, il essaye de les pousser de sa manière pour qu'ils te mettent cette petite pression et qu'ils te disent, bon, allez, enfin, il faut le faire, quoi, cette chose-là. C'est exactement ça. Magnifique. Et quand tu fais ta première conférence, dis-moi, on était combien dans la salle? 250. 250 personnes. Qu'est-ce que tu ressens en te retrouvant devant cette foule? Parce que, bien sûr, faire du football, c'est beau, ça paye, on a de l'argent, ainsi de suite. Mais se retrouver devant 250 personnes, à leur donner des conseils à propos de leur vie, à sortir de la dépression, à partager ton expérience, pour moi, c'est encore 2 fois plus beau qu'avoir 1 million d'euros par an.
Ouais. On est d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Alors, beaucoup. Il y a à un moment donné, il y a un peu le syndrome de l'imposteur. C'était tellement beau Ok, que tu n'y croyais pas. voilà, que j'y croyais pas. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est possible? Ok. Ne serait-ce que pour fixer les prix. Parce qu'au final, moi, je connais pas ce monde-là. C'était ma première conférence. Donc, à combien je fixe le prix? Les gens, ils mettront 50 euros pour moi, 40 euros, 30 euros. Yeah. Et tu te dis, mais tu peux pas dis, mettre des prix. Est-ce que je vaux ça? Voilà, exactement, tu vois. Ok. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça. Et je m'en souviens, le jour où les places sont en ligne et que je vois un peu l'argent augmenter, je me dis, mais il y a un problème là, il y a un bug. Parce que pour moi, qui avait toujours penser uniquement gagner de l'argent grâce au football, Ouais. le fait de pouvoir gagner de l'argent avec des conseils, avec des outils, avec des clés justement pour devenir sa meilleure mise à jour, pour moi, c'était pas possible. Yeah. Donc le fait de voir autant d'argent, je dis autant d'argent parce que l'argent, ça reste de l'argent. Bien sûr. Donc autant d'argent, je n'y croyais pas. Donc il y a eu un peu rapidement, hein, mais le syndrome justement de l'imposteur, mais qui a été vite fait gommer parce que ça a été l'évidence. Okay. Très rapidement, j'ai su que j'étais également fait pour ça, que j'avais des choses à apporter au monde, que j'avais une lumière en moi, que j'avais un don. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je t'en parle concrètement et directement parce que ça fait énormément de sens pour moi et j'ai gagné forcément en renforcement et en certitude. Ok. Et du coup, toi, devant ce public qui vient, qui ont hâte de te voir, de te toucher, c'est plus du tout le même feeling que quand on était footballeur. Mais là, on sait qu'on est vraiment en train d'apporter un plus à la vie des autres tout en gagnant notre Exactement. vie. Je pense que tu ressens quand même un sentiment de fierté. Exactement. Après, toucher, je suis pas Dadju, je suis pas Taiki. Les gens veulent pas me toucher foncièrement. Si, je sais. En fait, on a fait des conférences. Tu sais, forcément, les gens payent pour venir à ta conférence, notamment à la conférence du 2 juin qui va se passer. Exactement. Entre toi et moi, il y en a qui vont payer pour venir t'écouter parce qu'ils veulent se soigner, ainsi de suite. Mais beaucoup payeront aussi parce qu'ils ont envie de te voir. Waouh, c'est ce monsieur, il m'a inspiré pendant tant de temps. J'ai envie de venir le voir, tu vois. Et il y en a, leur sous là, dès qu'ils te touchent, même s'ils n'écoutent plus rien, ils se disent j'ai rentabilisé mon argent. Tu vois. Donc franchement, une part de ça quand même existe. Maintenant, toi, dans le métier de coach, tu te retrouves maintenant à faire du coaching, à faire des conférences, à proposer des accompagnements privés. À quel moment tu arrives à ce stade de confiance? Parce que ça m'intéresse vraiment, la partie confiance en soi. Toi qui te lances en 2018, ce n'est pas le même niveau de confiance que toi aujourd'hui. On est d'accord. Toi qui te lances en 2018, tu es confronté à tout ce que tu appelles syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre le toi d'avant et le toi d'aujourd'hui? Et quel est le cheminement qu'on fait pour atteindre le niveau de confiance que tu as aujourd'hui dans ce domaine-là? Effectivement, j'ai cheminé parce que ne serait-ce que par rapport à mes accompagnements, les accompagnements que je proposais en 2018 n'ont quasiment rien à voir avec les accompagnements que je propose en 2024. Okay. Si tu prends l'exemple de la personne Léa qui m'a permis de passer sur C8, et je l'ai pris pour de l'anorexie et de la boulimie. En 2018, on était uniquement dans des confiances en soi, ruptures sentimentales. Qu'est-ce qui a changé? C'est que je me suis formé, je me suis beaucoup plus formé, j'ai lu énormément de bouquins. J'ai assisté moi-même à d'innombrables conférences. J'ai des amis aussi, comme toi et comme d'autres personnes qui sont dans ce corps de métier. Donc moi, je suis quelqu'un qui a une envie insatiable d'en apprendre des choses. J'ai toujours voulu être quelqu'un de cultivé. J'ai toujours voulu en savoir un peu plus. J'ai toujours été quelqu'un de curieux. Et n'oublions pas que la philosophie vient de l'émerveillement, donc de la curiosité. Donc tout ce cheminement m'a permis de pouvoir renforcer ce que j'appelle le renforcement de mes certitudes parce que j'ai été confronté à directement des problématiques. Moi, j'ai commencé à faire du coaching avant même de me proclamer coach. Okay. Tu vois, donc j'étais directement dans l'expérience. J'étais déjà en train d'expérimenter quelque chose. Alors que d'autres personnes vont commencer par se dire… D'abord par s'appeler coach avant de faire du coaching. Exactement, je connais. C'est ça. Donc moi, j'étais déjà dans l'expérimentation. J'expérimentais déjà. Je me retrouvais déjà dans des problématiques dont je n'avais pas foncièrement les réponses. Mais aujourd'hui, je suis heureux de ne pas avoir eu ces réponses à ce moment bien précis parce que du coup, j'ai travaillé pour avoir les réponses. J'ai beaucoup plus lu, j'ai beaucoup plus étudié. Je me suis formé pour avoir les réponses que je n'avais pas dans mes premiers accompagnements en 2018. Tu comprends? Donc, je suis fier de ce cheminement-là.
Et aujourd'hui, ouais, les accompagnements que je propose, c'est des accompagnements 360 parce que je me suis également formé en préparation mentale. Ok. Bon, j'ai une certaine expérience du sport de haut niveau. Donc aujourd'hui, j'accompagne aussi bien des sportifs de haut niveau que des artistes, Que les que des entrepreneurs. entrepreneurs, Ok. etc. Donc Ok. ce qui a changé, c'est l'évolution en fait. J'ai Ok. évolué, j'ai cheminé, j'ai appris et j'ai emmagasiné de la connaissance. Ok. Et quand on parle d'évolution, très concrètement pour toi, en tant que coach en développement personnel, en tant que Mams Deka qui a vécu, qui a quand même une expérience assez bouleversante entre passer du football au monde du coaching, ainsi de suite, quelle clé, une ou deux clés selon toi, peu importe, trois, peu importe, tu partagerais à quelqu'un qui manque de confiance en lui? De, bon, je vais un peu spoiler ma conférence, mais j'en parle assez souvent. Mhm. C'est en fait, nous portons tous une boîte noire. Ok. La boîte noire, elle est importante parce que la confiance en soi, elle s'acquiert aussi grâce à tes expériences passées. Yeah. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Ça n'existe pas. Mhm. Il y a des personnes qui ont surmonté des épreuves incommensurables. Il y a des personnes qui ont réussi des choses qu'ils n'ont jamais célébrées. Et cette boîte, elle est hyper importante parce que là où tu doutes, là où tu n'as pas confiance en toi, rappelle-toi tout ce que tu as accompli pour en arriver là aujourd'hui. Donc c'est une forme aussi de gratitude. Ok. Je crois que la confiance vient également de la gratitude. La confiance aussi, c'est de célébrer. On n'en parle pas assez. Il faut célébrer ce que tu as, même les petites choses que tu as pu faire, Une que tu as petite pu réussir, les victoire. petites victoires, merci, il faut les célébrer. Ok. Et à côté de ça, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, la confiance, il y a des gens qui manquent de confiance physique, il y a des personnes, ils ont un peu peur de se lancer, donc c'est très vaste. Yeah, c'est Mais, très vaste, je suis d'accord. bien évidemment, il faut implémenter. Il faut implémenter, c'est ce que je dis à chaque fois. La confiance, c'est quelque chose qui se nourrit, c'est comme un muscle. Tu Yeah. veux que ton muscle gonfle et se Faut le contracte, travailler. il faut le travailler, tu vas à la salle. Voilà, c'est la même chose la confiance. Au-delà Yeah. du fait de te dire que tu es belle, ceci, cela, implémente cette confiance, nourris-la, passe à l'action. Yeah. Vas-y, entraîne-toi et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas gagner en confiance. Tellement vrai ce que tu dis dans le sens où c'est beau. Hein. Parce que récemment, j'ai eu un jeune homme en coaching, que je vais citer d'ailleurs, c'est Medo, avec, pour qui j'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Parce que ça me permet, quand j'accompagne des gens aussi, ça me permet moi aussi de me connaître un peu plus, d'évoluer aussi dans mon travail. Donc, je lui parlais justement de ça. En termes de confiance en soi, on a abordé, on a même été sur le terrain pour essayer de travailler sa confiance en lui. On a fait un coaching en théorie pendant 3 à 4 semaines. Et après, on est allé sur le terrain même pour essayer de pratiquer, de vraiment passer à l'action. Et je lui parlais vraiment de ce processus de petits pas, les petites victoires qu'on a accomplies. Donc, on appelle ça la méthode des petits pas. Si, par exemple, moi, je n'ai pas confiance en moi pour prendre la parole dans une conférence, notamment une grande conférence où on va me passer la parole devant 500 personnes, c'est normal. Mais si j'ai déjà commencé petit à petit à faire une petite conférence devant 20 personnes, forcément, le jour où on va m'inviter devant 30 ou 40, je vais me dire, bon, j'ai déjà fait devant 20, peut-être que ça pourra me permettre. Donc, je rajoute cette expérience positive qui me donnera un point de plus pour aller vers la deuxième expérience. Et lorsque j'accomplis ça aussi, donc je continue d'évoluer comme ça au fur et à mesure qu'un jour devant 500 personnes, à force de l'avoir fait et refait plusieurs fois, je me sens beaucoup plus à l'aise à faire ça. Et cet exemple-là, je lui donnais ça dans toutes les sphères de notre vie. Par exemple, tu vas prendre quelqu'un qui n'ose pas aller parler à cette femme ou à cet homme qui lui plaît, entre guillemets. Mais c'est difficile pour toi parce que tu n'es jamais sorti de ta zone de confort pour être confronté à ça. Mais si tu l'as fait une fois, tu t'es pris un oui ou un non, une deuxième fois, une troisième fois, tu commences à être un peu plus à l'aise avec ça. Et donc, les prochaines fois, forcément, tu sais qu'il n'y a pas mort d'homme, tu l'as déjà fait, donc forcément, tu vas passer à l'action. Et la confiance en soi, pour juste finir sur ce point, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est tellement vaste. Il y a des gens, ils ont confiance en eux dans tel domaine, mais pas dans l'autre domaine. Exactement. Je peux avoir confiance en moi dans le sens de faire des vidéos, parce que je suis à l'aise devant la caméra, mais pas confiance en moi de parler en public. Bon, ce n'est pas mon cas, mais oui, ça peut être possible, entre guillemets. Donc, on peut avoir confiance dans tel domaine et pas dans l'autre domaine. C'est pourquoi le fait d'expérimenter, d'essayer des choses, ça permet de toujours remplir un petit peu cette chose-là. Aujourd'hui, tu es coach. Tu es conférencier, tu accompagnes les gens, tu organises ta conférence, tu fais des lives. Je me rappelle vers les confinements ou même un peu après ça, tu faisais des lives à plus de 1200 personnes, 1500 personnes qui sont connectées, tout le monde est là.
Mams, tu peux pas ne pas connaître Mams, c'est pas possible. Maintenant, on parle beaucoup parce que j'accompagne des coachs, des créateurs de contenu, des entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce métier. Mais on parle beaucoup des avantages du coaching. Selon toi, quels sont les inconvénients du fait d'être coach? Qu'est-ce que le coach lui aussi subit? Alors, il y a plus d'avantages en Que tout cas d'inconvénients, que je suis d'inconvénients. d'accord, bien sûr. Ok. Alors, après, au niveau des inconvénients, tout dépend comment chacun mène son parcours de coach. Là où moi, je vais voir des inconvénients, peut-être que toi, tu ne vas pas en avoir. Une opportunité peut-être. Ok. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais les inconvénients, quelque part, et encore, ça, c'est à ton rythme, c'est qu'il faut toujours proposer. Il faut proposer du contenu, vraiment. Il faut en proposer parce que voilà, le monde évolue. Donc fondamentalement, il y a des nouvelles techniques dont il faut quelque part être en norme. Quand je dis en norme, c'est-à-dire que faire ses mises à jour, nos propres mises à jour. Suivre un peu l'évolution. Voilà, suivre l'évolution. Et je dirais que sinon, honnêtement, des inconvénients, j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas beaucoup, je vois plutôt des avantages. Parce que peut-être que je suis beaucoup plus focus vers le sens, vers le plaisir et vers tout ce que cela m'apporte. Après, effectivement, en termes de temps, bon, moi je sais qu'en termes de temps, c'est pas évident parfois parce qu'il faut nous-mêmes faire encore une fois un examen de conscience parce qu'entre le contenu que tu proposes avec les accompagnements et en même temps les formations, les séminaires, les lectures, parfois c'est un peu lourd de charge et de responsabilité. Donc toujours faire en sorte de se consulter. Mais sinon, mis à part ça, je vois pas d'inconvénients. Okay. Non, c'est vraiment sur ce point-là, je voulais faire l'accent, poser l'accent. Mais si toi t'en vois Non, ce point-là, il est déjà hyper important ce que tu dis, dans le sens où parfois on peut avoir une charge mentale qui est quand même assez élevée. Mais moi, je peux te dire même que je suis tombé en dépression grâce au coaching à un moment. À force de faire des coachings, je me suis retrouvé en dépression. Je t'explique un petit peu. Quand on est quelqu'un de sensible et qu'on fait ce métier de coaching, pour aider les gens, en tant que coach, on est obligé de se connecter à la personne, à son histoire. Et moi, j'enchaînais les coachings de développement personnel, mais la plupart du temps, c'était des hommes ou des femmes, mais qui sont brisés en 1000 morceaux, brisés à travers des histoires. Il y en a qui ont connu des viols, il y en a qui ont connu beaucoup de choses assez horribles. On te raconte, forcément ça te touche si tu es connecté à la personne. Parce qu'il faut seulement être connecté à la personne pour pouvoir aider la personne. Sauf que quand tu fais du coaching et que tu n'es pas très expérimenté là-dedans, ou que tu n'as pas réussi à faire la part des choses, forcément, tu absorbes ces énergies-là, tu absorbes ces émotions-là. Donc, chaque personne qui venait, je suis le type de personne qui fait un coaching, tu me racontes une histoire qui est tellement touchante, je pleure avec toi. On fait une pause, on pleure d'abord, et ensuite on continue, je continue encore à t'aider. Donc, j'absorbais ça de mois en mois, d'année en année, qu'à un certain moment, je ne savais plus faire la différence entre ma vie et la vie des personnes que j'accompagnais parce que j'absorbais tout. Et à un moment, je me suis retrouvé limite en burn-out. J'ai dû faire une pause, totalement partir des réseaux pendant 2-3 mois pour essayer de vraiment prendre soin de moi et revenir de façon beaucoup plus préparée. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de recul, je peux aider quelqu'un aujourd'hui, me connecter à la personne tout en faisant la part des choses. C'est-à-dire, on a fini le coaching, ok, c'est bon. Je peux maintenant observer, pas forcément pleurer, même si ça peut arriver, mais observer, prendre un petit recul et pouvoir aider quand même la personne sans forcément prendre toutes ces énergies-là. Mais avant, c'était ça le gros inconvénient que moi, je vivais dans mon jeune âge en faisant du coaching. Il y avait des personnes de 40 ans, 50 ans qui avaient l'âge de mon père, de ma mère. J'étais là, j'écoutais et les histoires étaient tellement touchantes parfois que je pleurais avec. Du coup, je finissais les coachings, mes yeux ils étaient rouges, j'absorbais tout ça et voici pour moi en tout cas, c'est pas un inconvénient mais il faut le travailler, être préparé par rapport à cela. Mais c'est ça qui m'a un petit peu affecté à l'époque. Ouais, c'est vrai que j'ai vécu également ça et mais c'est pour ça que j'ai appris aussi avec le temps qu'il fallait s'écouter. J'ai été comme ça dans mes premières années d'accompagnement et même encore récemment, mais qu'il fallait absolument s'écouter parce qu'effectivement, tu deviens vite une éponge. Et ça veut dire que, comme tu l'as si bien dit, tu ne fais plus la distinction entre ta vie et la vie des gens que tu accompagnes. Donc il faut s'écouter, prendre du recul quand il le faut, se consulter et prendre le temps qu'il faut. Tu vois, on est là pour apporter en plus une valeur ajoutée dans la vie des gens.
On n'est pas là pour les alourdir quelque part avec nos peines que nous n'arrivons pas à gérer et à maîtriser. Mais en même temps, je trouve ça très fort que l'on puisse se connecter à ces personnes-là. Parce que ces personnes ont besoin aussi des personnes qui se connectent à eux, qui se connectent à leur douleur, qui se connectent à leur chagrin. Tu vois, parce que c'est à partir de là que nous arrivons à les comprendre. Et c'est à partir du moment où nous arrivons à les comprendre que justement le processus d'accompagnement peut être plus simple. Voilà, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi. Et je rebondis sur un truc. Aujourd'hui, on fait du développement personnel. Mais tu n'es pas sans savoir que le développement personnel n'a pas forcément une bonne réputation dans la vraie vie de tous les jours, selon les gens. Parce qu'il y a eu des coachs chewing-gum, chaussettes qui sont passés par-ci, par-là, qui ont essayé de juste prendre des entrepreneurs, pas des entrepreneurs, pas des gens qui font du coaching pour vraiment aider, mais uniquement pour gagner de l'argent. Il y a tout ça qui est passé un peu partout. Mais selon toi, quelle est est-ce que tu as 2 raisons ou 3 raisons de consulter un coach, mais un excellent coach? Oui. Alors, la première, c'est que cette personne-là te parle, sans la connaître même. Sans même avoir discuté avec elle, c'est que tu ressens un espèce de feeling avec la personne. Là, on peut parler d'énergie. Tu ressens les énergies de cette personne-là. La seconde, c'est que cette personne doit te paraître aussi accessible d'une certaine manière. Quand je te dis accessible, c'est que tu sens que de par tes conversations avec cette personne-là, que c'est fluide. Si tu vas avoir un coach ou un thérapeute ou un professionnel de santé et que tu sens que bon, déjà c'est compliqué, tu n'arrives pas à avoir une discussion avec, fluide, etc. Il y a une grosse barrière. Voilà, il y a une grosse barrière, etc. C'est peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être. Que c'est pas le bon ou pas la bonne personne ou pas la bonne personne, tu vois. Après, surtout, comme j'ai tendance à dire très souvent, c'est que un coach, ça se trouve comme l'amour. Parce que j'ai d'innombrables personnes, une fois de plus, qui ont fait un premier accompagnement, soit avec un coach, soit avec un thérapeute, soit avec un psychologue. Ils ont dit, et malheureusement, bon, ça les a pas touchés. Ça les a pas touchés, ils se sont pas sentis connectés. Et ils te disent, bon, c'est bon, j'en ai marre, les psys, ça marche pas. Mais non, en fait. Tu as eu une première relation d'amour, ça n'a peut-être pas fonctionné, c'est pas pour autant que tu as dit non à l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, trouver un bon psy, trouver un bon coach, trouver un bon thérapeute, bah, c'est quelque part un peu comme l'amour en fait. Tu peux tomber sur un, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire que cette personne-là ne sait pas faire son métier. Ça veut tout simplement dire qu'entre toi et lui, toi et elle, ça ne matche pas. Tout simplement. Et c'est OK du fait que ça ne matche pas avec tout le monde. Tu vois des gens qui jettent l'éponge parce qu'ils ont vu un coach ou une psy ou un thérapeute et se disent bon, j'arrête. Non, en fait. Ok, ouais, c'est beau ça, c'est beau. Tu compares le coaching aux ruptures amoureuses là. Exactement, exactement. À l'amour, ouais. Ouais, c'est beau, c'est beau. Maintenant, on parle de la conférence. Normalement, moi je l'appelle décisionnaire. C'est toujours la même chose. Tu l'appelles toujours pareil. Décisionnaire, c'est le nom de ma communauté. Ah, ok. La conférence décisionnaire, voilà. La communauté décisionnaire. Voilà, d'accord. C'est le 2 juin. C'est le 2 juin, le dimanche 2 juin. Ok. Ça fait combien? Ça fait 5 ans? C'est la 5e année consécutive de conférences en live. En présentiel. Il y a une année, parce que j'ai commencé en 2019, il y a une année du Covid, on l'a fait en ligne. On l'a fait en ligne. Mais ouais, effectivement, sinon en présentiel, c'est la 5e conférence. 5e quand même. La plupart des gens qui commencent leur édition, ça s'arrête à première édition. Il n'y a pas de deuxième. Tu es au bout de la 5e. Impressionnant. Donc, moi, je suis très admirateur de ça. Parce que je me suis lancé aussi dans les conférences, j'ai fait des clics là l'année dernière. Bon, cette année, c'était en 2020. J'ai l'impression que ça fait un an. Et félicitations, félicitations parce que quelque part, j'étais entre guillemets accompagné pour cette première conférence. Et ça a été admirable. La manière dont tu as réussi à la faire, aller au bout. Je sais que c'était aussi pas facile pour toi. Je m'en souviens les problèmes de santé que tu as pu avoir durant cette période-là. Et tu es allé au bout. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute de ta conférence, tu es allé au bout. Et voilà. Et c'est magnifique parce que c'est ces valeurs aussi de sport. Dans la mesure où tant que l'arbitre n'a pas sifflé, la fin. Voilà, tu vas jusqu'au bout. Et c'est exactement ce que tu as fait. Et c'est une victoire de plus. Durant toutes les victoires que tu as pu avoir,
moi, je tenais à te féliciter pour cette victoire. Merci beaucoup. Je sais que tu devais être parmi nous. Après, tu as eu une perte, la perte de ta mère. Du coup, justement, tu n'as pas pu être parmi nous. Mes condoléances et merci pour. Je te le dis face à face parce que les gens ne savent pas. Mais toujours avoir cette humilité de se rapprocher des grands frères, des gens qui ont fait, j'appelle ce processus la modélisation. Une fois que tu as confiance en quelqu'un, t'ouvrir à cette personne-là, demander conseil à cette personne-là. Parce que si quelqu'un a pu le faire, bah, tu as deux choix. Soit tu vas essayer d'apprendre de tes propres erreurs, ou sinon tu vas apprendre de l'erreur des gens qui sont au-dessus de toi, qui sont passés avant toi. Donc le fait de me rapprocher de toi, le fait d'avoir 2, 3, 4 conseils de ta part, j'aurais bien aimé conclure ça devant toi sur scène, mais malheureusement tu n'étais pas là. Mais peut-être la prochaine édition, Inch'Allah, tu seras parmi nous. Donc merci pour ton aide, merci d'être ce mentor, même si là on est en podcast. Merci d'être ce mentor, c'est un honneur pour moi. Et à quoi on doit s'attendre ce 2 juin? Je n'ai pas encore eu personnellement la chance de participer à une de tes conférences, sauf celle qui va venir là. Exactement. Je t'ai déjà vu sur scène, j'ai vu des petites vidéos et à la conférence de Sudi, on était tous les deux là, je t'ai vu sur scène, je sais le feu qu'il y a, je sais l'énergie qu'il y a, je sais l'aisance que tu as par rapport à tout ça, mais j'ai quand même très hâte d'être là le 2 juin en tant que spectateur et de voir, moi aussi, de me faire coacher sur scène. J'ai hâte. À quoi s'attendre ce jour-là? Alors déjà, on parle de conférences, mais en toute humilité, ce ne sont pas des conférences, ce sont des événements. Ce sont des événements parce que quelque part, j'articule entre la psychologie, l'humour et l'artistique. J'ai toujours eu un humoriste. L'année dernière, c'était Nordine Ganso. Okay. L'année d'avant, c'était, comment il s'appelle, le gars très drôle, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y en a eu tellement. C'est le comédien un peu métis, là. L'année dernière, c'était l'année d'avant. L'année d'avant, à Paris. Oh, j'ai complètement oublié. Ouais, je ne connais pas son nom, mais ça viendra. Voilà, c'est Benito. Exactement. Oh là là. C'était Benito. Exactement, c'était Benito. C'était le petit frère Benito. Donc voilà, et il y a toujours eu des artistes. Il y a eu aussi Joey Doitfilet qui est déjà venu. Il y a eu Sensei, il y a eu Doff, il y a eu Screech. Donc voilà, donc c'est un événement, c'est un spectacle. Et si tu veux, l'enjeu pour moi, chaque année, c'est de faire autre chose que l'année précédente. Et c'est là où c'est dur. C'est comme ça où véritablement, là, tu progresses. C'est que tu te rends compte qu'il ne faut pas que cette conférence ressemble à la conférence de l'année passée, même en termes d'outils, en termes de clés. Alors certes, il y a des troncs communs, mais il faut que j'apporte plus. En l'occurrence, là, la conférence, elle porte sur la réussite. Et ça me semblait essentiel d'évoquer la réussite. Je réponds à pas mal de questions que j'ai eu aussi en accompagnement, parce que pour moi, les accompagnements, c'est aussi des indicateurs, des pistes de réflexion. Donc, à savoir, qu'est-ce que c'est la réussite et comment on réussit et à quel moment on se sent réussir et toutes ces questions autour de la réussite qui étaient pour moi très importantes parce qu'on vit pour ça. Moi, je connais personne qui vit pour ne pas être heureux et qui vit pour ne pas réussir. Mais réussir, ça fait partie, être heureux, ça fait partie de réussir Exactement. aussi. C'est pour ça que ça me fait aussi évoquer pas mal de points. Donc, il faut s'attendre à beaucoup d'énergie, il faut s'attendre à beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, mais il faut s'attendre aussi à un Mams qui va en donner, qui va lâcher, qui va fondamentalement émouvoir et qui va apporter des clés, des méthodes, des outils pour que chacun puisse tendre vers son plein potentiel. Je vais quand même essayer d'avoir un petit teaser de ta conférence, je vais en profiter. Le temps que vous et moi on se retrouve là-bas le 2 juin, c'est un dimanche. T'aimes bien faire les dimanches. Les dimanches. Le temps qu'on se retrouve dimanche 2 juin, là-bas, c'est à partir de quelle heure déjà 13h, 13h, 17h. 13h, 17h, ok. Donc le temps qu'on se retrouve là-bas, et si tu nous spoilais un petit peu, comment tu abordes le processus de réussite? Pourquoi porter ta conférence sur la réussite? Et dis-moi un peu plus. Parce qu'il faut savoir que mes conférences, en tout cas en termes de titres, ce sont des titres qui sont méticuleusement choisis. J'avais mon plan déjà en termes de le titre Vivez la conférence, Vivez la réussite, et je l'avais déjà il y a 3-4 ans. Je savais qu'à un moment donné, à ce stade-là, bien de ma vie, que j'allais parler de réussite. Alors pourquoi? Alors sans trop spoiler, parce que j'ai le sentiment d'avoir réussi ma vie. J'ai vraiment le sentiment d'avoir réussi ma vie parce que je suis profondément heureux. J'ai des papillons dans le ventre quand je me lève le matin. C'est pas juste une phrase que je mets à 8h du matin, c'est que je sens la réussite en moi. Et l'idée, c'est de donner des clés, des méthodes et des outils pour que chacun puisse avoir ce qu'il faut, s'armer de ce qu'il a
potentiellement besoin pour se sentir réussi. Alors bien évidemment, il y a autant de définitions de la réussite que d'êtres humains sur Terre. Ma réussite, c'est la mienne, c'est ma vérité, c'est mon background, etc. Donc l'idée, c'est de pousser les gens vers l'actualisation de leur plein potentiel, qu'ils puissent se connaître et avoir ce qu'il faut pour tendre vers leur plein potentiel, vers leur épanouissement et vers une vie un peu plus heureuse et épanouissante pour eux. Ok, ah, je sens que ça promet grand chose ce jour-là. J'ai quand même très hâte, la vérité. J'ai hâte parce que je sais que au-delà de tout ce que tu partages comme connaissance, je sais que c'est aussi l'occasion de rencontrer plein de belles personnes. Exactement. Ouais, plein de gens qui font des vidéos, des gens Exactement. inspirants, notamment les Tidjane, Exactement. Sudei, Sibi Mohamed, pas mal de gens. Je sais que la dernière fois, tu as invité le gars qui fait La loi de la l'attraction, loi de Jimmy l'attraction. Youth. Incroyable, Tout à fait. j'ai vu ça. Moi, je Incroyable. pensais même pas ce mec, il était sur une planète. Ouais, non, j'ai cette chance et ça me rend fier. Je te mens pas que ça me rend très fier dans mon parcours. C'est que je suis connecté avec de bonnes personnes. Ok. Tu vois, et je pense que c'est grâce aux énergies que j'ai, hein, sans aucune prétention, mais il faut se dire les choses. Et ce qui me permet d'être connecté avec un Karamo, avec un Sudei, avec un Tidjane, avec un David Laroche, et ce sont des personnes où ça s'est fait naturellement. Ok. Tu vois, mais, et ce qui est important de le dire, et permets-moi de prendre quelques secondes, c'est que en tête d'affiche, il n'y a que moi. Yeah, toujours. Toujours. Et ça, c'est important. Yeah. Le fameux Mamadou Diakité, comme Karamo, comme un tel, on dépend de personne. Les salles de conférence, nous devons avant tout les remplir, nous, parce que les gens viennent pour nous. Après, on veut apporter de la valeur. On veut faire en sorte que les gens soient contents, enrichis. En plus, quoi. En plus, etc. Mais je reste dans le postulat de me dire que je remplis une salle de conférence en étant seul. Et en même temps, c'est un message que je transmets à l'univers. C'est ce que tu m'as transmis, moi voilà, aussi. tu vois, c'est de ne pas compter sur les autres. Parce que si demain tu poses une conférence et que tu dis il y a Sylvester Stallone, il y a Will Smith, etc., les gens, ils viennent pas pour toi. Ils viennent pour eux. Ils viennent pour eux. Et toi, comment tu refais la deuxième, la troisième, la quatrième édition? C'est ça. Donc aujourd'hui, tu vas devoir tout le temps renouveler les têtes. voilà, tu vas appeler Dadju, après tu vas appeler Maître Gibbs, c'est quoi Bambino, tu vas toujours. Donc non, c'est toi. Je suis totalement d'accord avec toi parce que quand j'ai organisé ma conférence, entre guillemets, on va dire par manque d'expérience dans le domaine, j'avais au début mes invités que j'avais mis en gros plan, ainsi de suite. Et toi et moi, on en avait discuté. Et finalement, tu te rends compte que si tu ne veux pas être déçu de certaines personnes aussi, va pas sur ce terrain-là. Et c'est pourquoi, dès le premier mois de ma com, directement, j'ai tout enlevé. J'ai mis ma tête, conférence de Karamo. Tu veux voir Karamo, eh bien, tu viens. Si c'est pas Karamo, le reste, tu verras, c'est des détails. Exactement. Et je trouve ça magnifique. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci. Est-ce que tu as... Je voulais dire dernière question. J'ai envie de faire une autre question qui me parle quand même, tu vois. De tout ce que tu as accompli dans ta vie, qu'est-ce que tu assimiles à la vraie réussite pour toi? Quel est ce truc qui te donne le sentiment de satisfaction et te dire j'ai fait ça. Et maintenant tout le reste qui vient, je suis tranquille, je suis en paix, tu vois. C'est une très bonne question déjà. Yeah. Tu sais, il y a encore quelques temps, je t'aurais dit mes enfants. Okay. Je t'aurais dit une réponse que disent 98% de la société. Okay. Voilà. Ma réussite, c'est mes enfants. Mais non. Ma réussite, ce n'est pas que mes enfants. Okay. Ma réussite, c'est l'homme que je suis devenu. Je trouve ça lourd comme fardeau de faire porter à nos enfants notre réussite. Okay. Mes enfants ne sont pas ma seule et unique raison de vivre. Mes enfants font partie des raisons de vivre que j'ai. Tout est focus sur moi. Alors je sais que cela peut paraître égotique d'en parler de cette manière-là, mais le plus beau des combats et la plus belle des victoires, c'est qu'on s'accomplisse nous. Et de par notre accomplissement, finalement, nous arrivons à créer autour de nous des personnes qui s'accomplissent également. Donc c'est pour ça que ma plus belle des réussites, c'est d'en être arrivé là, devant toi aujourd'hui. De regarder derrière et de me dire, t'as vu le parcours, il a été compliqué, il a été semé d'embûches, il a été jonché d'épreuves, mais regarde où est-ce que tu en es.
j'étais là. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Donc ça, c'est ma plus belle réussite. Magnifique, magnifique. Merci pour ce partage. Je ne vais rien rajouter sur ça. Est-ce que tu as un dernier message à partager à toutes ces personnes qui nous suivent, qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout, que je félicite d'ailleurs parce que la plupart des gens ne vont pas au bout des podcasts. Ils se disent c'est loin. Ceux qui ont pris leur popcorn, leur petit café pour regarder ça, leur petit thé, bravo déjà d'être venus jusque-là. Est-ce que tu as un dernier message? Je souhaite à tout le monde d'être heureux. Vraiment. D'être heureux parce que je me suis aperçu qu'il y a des personnes qui vivront pendant 50 ans, 70 ans, 80 ans et qui n'auront finalement jamais goûté au bonheur, jamais eu cette sensation de se sentir profondément heureux. Ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'être heureux. Parce que plus il y aura des personnes heureuses, plus le monde tournera mieux. Donc chacun doit faire ce qu'il lui faut pour être heureux, de trouver les outils, de trouver les armes pour être heureux. Les personnes néfastes ne le sont pas. Je rebondis pour terminer. Je te raconte une petite anecdote que j'avais lue dans un livre. C'est un monsieur qui avait toute la richesse qu'il voulait. Il était riche, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de voitures. Il avait une très belle femme, des enfants. Il avait un voisin aussi. Et un jour, avec son voisin, ils sont allés dans un sanctuaire de prière. Donc, ils devaient prier. Chacun devrait demander ce qu'il veut à la vie, à Dieu, entre guillemets. Et son voisin, il était là, il demandait X, Y, Z. Il a entendu son autre voisin qui est riche. Il avait juste une seule prière. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à être heureux. Il lui disait, mais en fait, lui, il est fou. Il peut tout demander à Dieu ici, l'argent, encore plus d'argent, voiture, d'autres femmes. Non, il demande juste à être heureux. Parce que ce monsieur, il a compris que le vrai but de la vie, ce n'est pas l'accumulation de tout ce qui est richesse exponentielle à l'extérieur. C'est plutôt, le vrai but de la vie, c'est d'être heureux. Donc, merci pour ce que tu partages. Je finis par vous dire merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous le 2 juin pour la conférence du grand frère Mams Deka qui se tient ici à Paris. Pour toutes les informations, cette fois, je vous mets les infos dans la description. Vous avez juste à cliquer pour aller prendre vos places. Normalement, c'était déjà sold out, ce que je sais. Mais il a essayé de trouver encore des places supplémentaires, ouvrir une autre salle en plus, donc dans la même salle parce que les salles sont modulables. Il y a une autre salle en plus qui est complétée à l'autre salle pour qu'on puisse être assez nombreux possible. Donc venez le 2 juin nous rejoindre, les places sont pas assez chères, c'est même pas cher du tout. Pour moi, pour ce monsieur qui est là, rien que pour le footballeur qu'il est, ça vaut beaucoup plus que ça. Et ensuite le coach il est et toutes les belles personnes que vous allez rencontrer, notamment moi et plein d'autres personnes qui vous inspirent. Ça va se passer ce 2 juin, dimanche 2 juin à partir de 13 h à Paris. Je vous donne rendez-vous là-bas et moi je vous donne rendez-vous également pour acheter le livre. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous l'avez sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description. Si vous êtes en Afrique, il est dans beaucoup de pays. Il vient d'arriver au Burkina aujourd'hui même, au moment où on filme cette vidéo. Les numéros sont dans la description. Vous appelez, vous commandez votre exemplaire. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles interviews. C'était Karamo et Mams Deka cette fois. Et comme toujours, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Merci. Super.